Nous allons parler d'un sujet intéressant, les ergothérapeutes comme réponse aux besoins des seniors et des professionnels dans 5 ans, avec trois ergothérapeutes qui connaissent bien le sujet. Tout d'abord, Amélie Saragoni, qui est responsable d'un pôle médico-social à Lille, qui est administratrice de la ANFE, l'Association nationale française des ergothérapeutes. Également Eva Larboulette, qui est administratrice également, qui est directrice d'un département autonomie dans une association d'aide à domicile, d'aide à l'assistance à domicile à Montpellier, et Nicolas Biard, qui est directeur technique de la NFE. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Tout d'abord, peut-être, Amélie, nous présenter le métier d'ergothérapeute, ce que vous faites et qui vous êtes. Alors oui, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours très connu. Les ergothérapeutes sont des professionnels de santé qui exercent donc dans le champ sanitaire, médico-social et social, donc un vaste champ d'intervention, et qui sont finalement des intervenants incontournables dans le processus d'adaptation, de réadaptation ou d'intégration sociale des personnes, et en particulier pour le sujet qui nous intéresse, des personnes âgées. Donc, en fait, l'ergothérapeute, c'est le spécialiste du lien entre la santé et les activités, tout ce qui concerne notre vie au quotidien. Et dans ce champ-là, on a plusieurs interventions possibles. On essaye de prévenir et de modifier les activités qui seraient délétères à la santé des individus. On essaye d'assurer et de favoriser l'accès à ces occupations que les personnes désirent et qu'elles souhaitent faire dans leur vie. Et on essaye de rendre possible la réalisation de ces activités de façon sécurisée, autonome, indépendante et surtout aussi efficace. Donc, on a longtemps résumé notre intervention finalement à de l'intervention auprès de personnes en situation de handicap, auprès de personnes handicapées et à tout ce qui a été aide technique. C'est un peu ce qui a fait l'historique de notre métier. Mais aujourd'hui, on intervient vraiment auprès de tout public qui sont en difficulté motrice, en difficulté sur le plan sensoriel, sur le plan cognitif, et quel que soit son âge. Donc, des tout petits aux plus âgés, avec des moyens et des méthodes qui sont assez variées. Ça peut aller l'élaboration de bilan, de diagnostic, le champ de la prévention, du conseil, les solutions concrètes, l'adaptation, la réorganisation, la stimulation, etc. Voilà pour une présentation assez générale du métier d'ergothérapeute. Et il y a combien d'ergothérapeutes à l'heure actuelle en France? Alors, au 1er janvier 2020, on était 13 700 ergothérapeutes, avec une population qui est essentiellement féminine. On a 87% de femmes dans notre profession. On est une profession relativement jeune. On a une moyenne d'âge autour de 39 ans. Et puis, on a des ergothérapeutes, auparavant qu'on trouvait exclusivement quasiment en tant que salariés dans des centres de rééducation, etc. Aujourd'hui, on a 86% de salariés et on a 14% d'ergothérapeutes qui ont une intervention libérale ou mixte, salariat et libérale. Moi qui suis sur le secteur des seniors depuis 20 ans, j'ai vu apparaître votre métier. Enfin, quand je dis j'ai vu apparaître, c'est moi qui l'ai vu apparaître il y a 5-6 ans. Est-ce que c'est moi qui ai mal vu le sujet ou c'est un métier qui est assez récent? Non, c'est un métier qui est ancien, qui date de l'après-guerre. Par contre, c'est un métier qui connaît une vraie évolution assez rapide depuis environ 10 ans, alors que pendant longtemps, on a eu assez peu d'écoles d'ergothérapeutes. On était aux alentours de 8 écoles d'ergo. Aujourd'hui, on est à 26 instituts de formation en ergothérapie sur le plan français. Et on forme depuis une petite dizaine d'années maintenant de plus en plus d'ergothérapeutes. Aujourd'hui, on est à 1000 ergothérapeutes formés par an, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc, votre vision est tout à fait la bonne. Ça fait une petite dizaine d'années vraiment qu'on a une grosse évolution du métier, en France en tout cas. D'une manière générale, qui vous demande d'intervenir au Alors, domicile d'une personne âgée, par exemple? Alors, quand c'est une intervention à domicile, les possibilités sont très, très variées. On peut intervenir par le biais de libéral, donc de pratique libérale, comme on va aller chez un autre professionnel paramédical libéral. Donc là, c'est directement les personnes qui peuvent nous solliciter. On peut être sollicité par des médecins qui connaissent bien notre métier. Après, dans la majeure partie des cas, on est souvent salarié de structures d'intervention, si on parle du domicile, de structures d'intervention à domicile. Donc, on a les services de soins infirmiers, les services d'aide à domicile,
tout ce qu'on appelle le champ des équipes mobiles à domicile. Donc, on est sollicité et en général, on arrive chez les personnes par ce biais-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités dans vos interventions qui caractérisent vraiment votre métier? On est vraiment sur le champ de tout ce qui va faire le lien entre comment on se sent dans sa vie, comment on est dans sa vie et comment on réalise ses activités. Donc, c'est assez large. Si on veut aller sur des choses un peu plus classiques, on va nous retrouver dans tout ce qui va être l'adaptation du logement, le diagnostic des situations, le bilan des situations sur tous les plans, la prévention des chutes, l'intégration sociale, le travail avec les personnes âgées, fragiles, très fragiles ou en perte d'autonomie. Voilà, on va avoir vraiment un panel d'interventions qui est assez large. Et on est vraiment là pour optimiser l'autonomie au quotidien. Et du coup, les ergothérapeutes interviennent exclusivement sur prescription médicale également. Les orientations, comme disait Amélie, sont très larges. On peut être orienté par différents services différents, mais c'est toujours après en lien avec la prescription médicale. Une prescription médicale d'un gériatre, d'un médecin généraliste, d'un neurologue. D'accord. Dans le parcours de santé, si on peut expliquer, l'ergothérapeute intervient à chaque étape du vieillissement, mais on peut donner des exemples? Oui, du coup, moi, ce que je peux dire là, c'est que schématiquement, on peut parler des 3 vieillissements, hein. Le vieillissement réussi, usuel et pathologique. Donc, au niveau du vieillissement réussi, qui correspond à peu près à 25% des personnes âgées, c'est les personnes dites robustes, qui n'ont pas de déficit au niveau des habilités, au niveau de leur capacité en fait à s'adapter au quotidien. Les personnes en fait qui ont un vieillissement usuel, ça représente à peu près 50% des personnes. C'est des personnes dites fragiles. C'est là où leur capacité à s'adapter à une agression extérieure est un petit peu plus complexe. On parle de l'iceberg de la fragilité, hein. Ce qui est visible en fait est vraiment petit par rapport à tout ce qui peut être révélé en fait quand il y a une agression extérieure qui arrive. Et le vieillissement pathologique en fait qui correspond aux personnes qu'on dit dépendantes. Là, ça représente à peu près 25% des personnes. Et là, ces personnes-là ont vraiment besoin d'un accompagnement en fait assez conséquent à domicile pour pouvoir éviter en fait l'hospitalisation ou l'institutionnalisation. Et donc du coup, les ergothérapeutes en fait historiquement étaient très présents auprès des personnes dites dépendantes, vraiment dans la prise en soin, l'accompagnement. Et c'est vrai que là où on s'inscrit de plus en plus maintenant, c'est auprès des personnes fragiles et auprès des personnes robustes. Donc auprès des personnes fragiles, on peut parler en amont vraiment de la prise en soin classique. On a une place de plus en plus en termes de coordinateur de parcours de santé, pour élaborer en lien éventuellement avec les médecins les plans personnalisés de coordination en santé, les PPCS. Et après, il y a 3 types d'actions qui découlent des PPCS. Donc, tout ce qui est action en fait préventive, là où on va être plutôt près des personnes robustes, les actions dites de rééducation, de réadaptation pour les personnes en fait soit fragiles, soit dites dépendantes, et des actions plutôt de compensation avec des mises en place de tout ce qui peut être technique, aide humaine et tout ça. Et donc, l'ergothérapeute se situe en fait au niveau de ces 3 publics, en fait. De plus en plus, et ce qu'on souhaite développer vraiment, c'est les interventions auprès des personnes fragiles et robustes. Parce que vous savez, les personnes fragiles, en fait, l'enjeu, c'est éventuellement de pouvoir les aider à redevenir robustes. Parce qu'une personne fragile qui arrive malheureusement en état de dépendance ne peut pas revenir en arrière. Donc, notre enjeu maintenant, c'est d'être présent de manière de plus en plus préventive pour accompagner les personnes et les aider, en fait, justement, à rester juste du côté de la robustesse. Donc, avec des actions plus préventives qu'on pourra éventuellement développer avec vous. Nous savons que les CLIC, les MAIA, les PRPA vont être remplacés par un dispositif, un DAC, un dispositif d'appui à la coordination. Est-ce que vous voyez un rôle en tant qu'ergothérapeute dans ces nouveaux dispositifs, dans ce nouveau dispositif? Oui, je pense justement pour les ergothérapeutes vont pouvoir prendre une place pour remplir le rôle de coordinateur de parcours de santé, vraiment dans l'élaboration des PPCS sur les territoires. L'élaboration de parcours de santé, ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet? En fait, ce serait d'être dans une démarche évaluative, en fait, faire une évaluation globale en fait, des personnes en situation écologique à leur domicile et élaborer avec eux un plan personnalisé de coordination en santé, mettre en avant les difficultés éventuellement rencontrées par la personne et leur apporter des solutions. Vraiment en ayant une bonne connaissance de tout le réseau, de pouvoir les
fluidifier un peu leur parcours de santé justement et en mettant en lien avec des actions de prévention, des actions de rééducation, de réadaptation ou des actions en fait de compensation. D'accord. À l'heure actuelle, ces coordinations sont faites par qui? Est-ce que ces coordinations sont déjà faites? Et si oui, elles sont réalisées par qui? Ces coordinations-là peuvent être faites par les médecins généralistes, après par des infirmiers. Et c'est vrai que du coup, les ergothérapeutes commencent aussi justement à être inscrits dans cette coordination. Il y a des expérimentations pas à pas. Notamment, on peut parler de celle de l'Hérault. En fait, il y a 3 ergothérapeutes coordinateurs justement de parcours qui font justement les PPCS sur délégation des médecins généralistes. Quel est l'intérêt de faire intervenir des ergothérapeutes à ce niveau-là sur des choses qui existaient déjà auparavant? En fait, je pense que l'ergothérapeute apporte une vision aussi complémentaire par rapport aux autres professionnels. Et c'est vrai que par rapport à l'aspect clinique et justement la connaissance de la répercussion de certaines maladies dans le quotidien permet d'avoir une vision aussi complémentaire par rapport aux infirmiers, par rapport aux travailleurs sociaux. D'accord. Autre sujet d'importance, l'accompagnement de la personne âgée tout au long de sa vie, ou en tout cas pour le bien vieillir. Nicolas, que peut-on dire sur le sujet? Alors, l'accompagnement des personnes âgées, on l'a déjà dit, hein, ça se fait tout au long du parcours de vie de la personne avec une intervention à titre de prévention, donc avant qu'il se passe quoi que ce soit au moment du vieillissement physiologique ou du vieillissement pathologique. Lorsqu'il y a un vieillissement pathologique, parfois il y a besoin de soins de rééducation. Donc là, ça se passe dans les structures hospitalières, dans les centres de rééducation, parfois en libéral, peut-être sans doute pas suffisamment, mais voilà, donc il y a un programme de rééducation et au même titre que nos confrères et collègues orthophonistes, neuropsychologues, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, on n'intervient pas seul, bien sûr, on intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Et nous, notre spécificité, peut-être, enfin, une de nos spécificités, c'est pas la seule, c'est de pouvoir intervenir sur le lieu de vie, en milieu écologique des personnes. Pourquoi? D'une part, pour pouvoir se rendre compte de ce que fait la personne au quotidien, de ce qui est important pour elle. Amélie Saragoni l'a rappelé en introduction, nous, le cœur de métier de l'ergothérapeute, c'est de pouvoir intervenir sur les activités qui sont importantes pour elle, ce qu'on peut appeler les occupations. Les occupations, c'est les activités qui ont du sens pour nous et qui ont du sens aussi pour la collectivité, pour les personnes qui nous entourent. Eh bien, l'endroit où on se rend le mieux compte que la personne a des limitations, c'est chez elle, c'est dans son lieu de vie, c'est dans le supermarché dans lequel elle va aller, c'est dans le club du troisième âge dans lequel elle évolue, etc. Et c'est à partir du moment où on peut faire une évaluation de la personne avec ses capacités physiques, cognitives, sensorielles, etc., de l'environnement dans lequel elle évolue, et tout ça au regard de ses occupations, que l'ergothérapeute va pouvoir intervenir et peut être amené, mais pas de manière systématique, à faire des préconisations en termes d'aménagement du logement, par exemple. Donc, aménagement du logement, ça peut être autour de la cuisine, ça peut être autour de la salle de bain, des toilettes, pour pouvoir réellement préconiser le bon élément, enfin la bonne préconisation pour la bonne personne au bon moment. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important et qui fait notre valeur ajoutée, c'est qu'au regard de différents dispositifs que l'on a vus encore très récemment, où on part sur un aménagement et un financement public systématique pour remplacer, par exemple, des baignoires par des douches, eh bien, il peut s'avérer que sont parfois des fausses bonnes idées. Et que parfois, eh bien, il est sans doute préférable que de conserver une baignoire parce que c'est plus sécurisant pour une personne. Contrairement à une douche qui peut entraîner des problèmes en termes de sécurité. Parfois, pour d'autres personnes, ça va coûter beaucoup plus cher de transformer ça. Donc, du coup, des fonds publics investis peut-être pas à bon escient, alors qu'il y avait peut-être d'autres solutions plus simples qui permettaient de répondre aux mêmes besoins. Et au final, ce qui est important, c'est que tant qu'on n'a pas fait cette évaluation par un professionnel de santé qui connaisse à la fois des éléments en termes du vieillissement, en termes de pathologie, qui connaissent en même temps la question des aides techniques, la question des aménagements du logement, eh bien, on peut être amené à faire soit n'importe quoi, soit à dépenser de l'argent inutilement. Et du coup, si tout ça ne fonctionne pas, eh ben, c'est peut-être des personnes qui devront quitter leur domicile
un peu prématurément, alors qu'elle pourrait y rester, un petit peu plus longuement. Et ça, c'est extrêmement important. Ça a été relevé notamment dans différents rapports. Dernièrement, dans le rapport de Luc Broussy, par exemple, hein, sur le fait, une de ses propositions, c'était de dire pas de financement d'un aménagement de logement tant qu'il n'y a pas une évaluation par un ergothérapeute qui aurait été faite au préalable. Ça permet vraiment de s'assurer que le financement est bien alloué. Si je peux illustrer de manière très très concrète même peut-être par rapport à la chute, c'est vrai que une personne chute, est hospitalisée, va revenir, peut-être que la solution, ça va être mettre en place une téléassistance, mais on ne va pas évaluer pourquoi elle a chuté chez elle, et son environnement ne va pas forcément évoluer. Donc, faire intervenir un ergothérapeute, ça va être aussi de faire une évaluation de la situation à domicile, d'évaluer avec elle toutes ses habitudes de vie, de voir éventuellement dans quel contexte elle est tombée chez elle. On peut parler d'une situation d'une personne âgée qui a l'habitude chez elle, en fait, qui prépare son petit déjeuner dans sa cuisine, mais qui veut absolument aller manger son petit déjeuner dans son salon. Sauf que le salon, entre la cuisine et le salon, il y a un long couloir. Elle porte son plateau et en fait, c'est là qu'elle est tombée. Et c'est vrai que du coup, c'est d'évaluer avec elle, de trouver des solutions avec elle, soit faire en sorte qu'elle prenne son petit déjeuner tout simplement dans sa cuisine, ou si elle tient vraiment à continuer à aller dans son salon, trouver des solutions pratiques avec elle pour qu'elle puisse continuer à le faire. Et c'est vraiment voir les habitudes de vie, les adapter, trouver la solution pour éviter que la chute, en fait, éventuellement se reproduise. Pour qu'on comprenne, sur 100 personnes qui sont à domicile, personnes âgées qui sont à domicile, qui, d'après vous, devraient nécessiter la visite d'un ergothérapeute, combien est-ce qu'il y en a qui en bénéficient à l'heure actuelle? Très peu, trop peu. Après, les personnes qui ont des maladies neuroévolutives type Alzheimer, type maladie apparentée, maintenant ont une réponse via les équipes spécialisées Alzheimer. Donc, ces équipes, en fait, ont permis l'accès à l'ergothérapie facilitée. Maintenant, il y a le développement d'ESPRAD, les équipes spécialisées prévention, réadaptation à domicile. On peut intervenir maintenant aussi chez les personnes présentant des maladies de Parkinson et des scléroses en plaques. Mais c'est vrai qu'autrement, pour la majorité des personnes âgées, il y a vraiment de grosses disparités au niveau national. Parce que moi, ce que je vois sur le secteur, en tout cas des seniors, je vois plutôt jusqu'à présent, on va dire, des acteurs de terrain, des services à domicile ou alors des entreprises, en fait, qui vendent des produits et des services. L'aménagement de la salle de bain, c'était un exemple. Et c'était plutôt les professionnels qui avaient, entre guillemets, un intérêt à vendre des produits, qui font une sorte de diagnostic, en fait, qui vont vendre la solution. À ce moment-là, qui va déclencher l'ergothérapeute? Et qu'est-ce qu'il faut pour que l'ergothérapeute soit interpellé au domicile? Alors après, quand même, sur certains territoires, il y a des conventions qui sont faites avec les conseils départementaux, justement pour donner l'accès, que des ergothérapeutes interviennent pour tout ce qui est aménagement d'habitat. Donc, il y a une évaluation nécessaire de l'ergothérapeute pour la mise en place, en fait, pour déclencher des aides financières pour tout ce qui est aménagement d'habitat. D'accord, ça peut être, oui, d'accord. J'ai le droit à des aides financières que si je passe par un ergothérapeute. D'accord. Oui. Ça, c'est certainement pas généralisé. Aujourd'hui, c'est pas généralisé, ça dépend des dispositifs et des financeurs. D'accord. Je dis ça parce qu'en fait, mes parents ont bénéficié d'un diagnostic de la GECARCO. Oui. Donc, il y a un ergothérapeute qui est venu, en fait, il a fait le document, machin, etc. Et puis, il est reparti. Et derrière, c'est au bon vouloir de mes parents d'aménager ou pas quelque chose. Il n'y a pas de suivi derrière. Oui, les personnes restent libres de choisir ou pas. On ne peut pas les obliger de toute façon, mais certaines caisses de retraite, justement, financent l'intervention d'ergo pour tout ce qui est aménagement d'habitat. Est-ce que le problème n'est pas de qui détecte le besoin de la personne âgée? Enfin, qui va détecter qu'il faut mettre une rampe ou aménager la salle de bain, et à quel moment c'est détecté? Alors ça, c'est effectivement, c'est extrêmement important ce que vous dites. C'est la première question, c'est la question du dépistage. Du repérage. Aujourd'hui, ceux qui se déplacent principalement au domicile, ça va être notamment les équipes APA, ça va être tous les services de soins à domicile, et c'est eux qui peuvent se rendre compte d'un besoin. Mais peut-être que le besoin qui va être exprimé, qui va être perçu par un acteur des services à domicile, par exemple, ou un acteur du service social, ne va peut-être pas être totalement bien perçu, bien reconnu, parce que justement, il manquera cette connaissance globale, plus systémique que peut avoir l'ergothérapeute. En tout cas, dans l'état actuel des choses, l'idée, c'est que dès qu'il y a un de ces intervenants qui dépiste quelque chose, qu'il puisse renvoyer vers un ergothérapeute. Mais si on va aller au-delà,
Et c'est l'objet de notre échange aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on pourrait se projeter à 5 ans ou peut-être même au-delà. Nous, dans nos propositions très concrètes qu'on peut faire dans le cadre de la future loi autonomie grand âge, hein, si toutefois elle voit le jour, c'est qu'on puisse systématiser au sein des équipes APA, notamment la présence d'ergothérapeutes, pour qu'on puisse réellement se rendre compte au domicile régulièrement quand on fait l'évaluation que des difficultés des personnes. Une autre proposition qui a été retenue là, très récemment dans un rapport du Sénat, c'est de proposer qu'à partir d'un certain âge, alors le Sénat propose 75 ans, qu'il y ait là aussi une visite, un bouquet de services qui soit proposé aux personnes, qu'on ait un problème ou qu'on n'ait pas de problème encore. Et à la limite, encore une fois, c'est tant mieux si on n'a pas encore de problème, c'est qu'on peut prévenir. C'est ce que vous évoquez, la proposition qui a été faite pour vos parents dans le cadre d'Agir Carco, c'est qu'il puisse y avoir systématiquement une intervention d'un ergothérapeute pour évaluer, pour faire de la préconisation, du conseil, pour éviter que la situation se dégrade, mais en tout cas faire en sorte que la personne reste chez elle le plus longtemps en bonne santé. Et ça, je crois que c'est un objectif partagé par tous. Et derrière, c'est de se dire, vous évoquiez, effectivement, on intervient au domicile, on fait des conseils, l'aménagement peut avoir lieu. Le problème, ça, on arrive mal, mais on arrive à peu près à le financer. Ce qu'on n'arrive pas à financer aujourd'hui et à inclure dans le parcours, alors que c'est quand même essentiel, c'est assurer le suivi, c'est-à-dire que le chantier a bien été réalisé selon les bonnes préconisations de l'ergothérapeute, parce que parfois, et là, on a des exemples, on en a des milliers, de l'artisan qui va dire, bah oui, l'ergothérapeute, il a dit qu'il fallait mettre la barre à cet endroit-là, mais moi, je préfère la mettre sur un autre mur parce que là, au moins, je suis sûr qu'elle tiendra bien. OK, sauf que du coup, si on met la barre d'appui dans le dos, concrètement, ça ne sert plus à rien. C'est sûr qu'elle va bien tenir, la personne ne va jamais s'en servir, donc elle ne va pas bouger. Ça, c'est évident. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin qu'il y ait une intervention d'ergo pour s'assurer que ce qui a été réalisé a bien été réalisé. Et ensuite, une fois que ça a été fait, de s'assurer que la personne l'utilise bien. Donc, il y a peut-être besoin aussi d'une formation, d'un accompagnement de la personne, mais aussi de l'aidant, puisque la salle de bain, quand on veut aménager une salle de bain, il n'y a pas que la personne qui est en difficulté qui l'utilise, il y a aussi tous les occupants du logement. Et il y a aussi tous les aidants, parce que parfois, la préconisation, lorsqu'on vient installer une cabine de douche, par exemple, il faut faire en sorte que ça n'entrave pas le travail de l'aidant, qu'il soit naturel ou qu'il soit professionnel. Et donc, il y a vraiment, si on veut que ça fonctionne bien, il faut que toute la chaîne, du début jusqu'à la fin, soit réellement bien comblée. Dans l'accompagnement, est-ce que vous ne voyez pas en fait des forces contraires? C'est-à-dire qu'en fait, vous qui avez plutôt une vision, on va dire, objective de la situation, et des acteurs de la circulaire économie, des entreprises, par exemple, d'aménagement, qui, elles, ont en fait, un axe différent, qui est de vendre, et en fait, vous, quelque part, vous jouez contre elles, contre ces acteurs. Est-ce que ce n'est pas une remontée d'information qu'on vous remonte, ça? Pas du tout. Je pense que maintenant, il y a pas mal d'acteurs qui, comme vous dites, là, qui embauchent des ergothérapeutes pour apporter une plus-value en fait, aux travaux qu'ils sont amenés à faire afin que ça réponde vraiment aux besoins des personnes. Moi, je ne pense pas que ça s'oppose du tout, du moins. Oui, après, je pense qu'il y a un intérêt commercial des entreprises, il est clair, il est évident. Maintenant, si on travaille, je reprends l'exemple de la personne qui est chutée dans son domicile, le travail de l'ergothérapeute n'empêchera pas la préconisation de la téléassistante, de la téléalarme, puisque les choses vont se compléter. Donc, je pense peut-être que ça pourrait être perçu comme ça, mais l'idée, elle est plutôt de dire que, et là, la satisfaction, elle va être partagée entre le patient, l'aidant, la société commerciale, c'est que ce qui est préconisé soit préconisé à la bonne personne, soit utilisé et que tout le monde en soit le plus satisfait possible. Et l'intérêt pour tous, c'est que la personne reste chez elle. Et c'est vrai qu'avec l'intervention d'un ergothérapeute, on va permettre justement de limiter tous les risques. Donc, même par rapport à un système de téléassistance, dans l'idéal, c'est vrai qu'à partir du moment où une personne serait identifiée par un service de téléassistance comme étant une personne chuteuse de manière régulière, s'il pouvait y avoir justement une orientation vers un ergothérapeute pour évaluer le logement, voir tous les postes en fait, qui peuvent générer des chutes et faciliter en fait, le quotidien de la personne restera chez elle plus longtemps. Et donc, du coup, pour l'activité commerciale, en fait, c'est positif. Voilà.
Donc, le rôle dans l'accompagnement des personnes âgées ou bien vieillir ou rester chez elles, on l'a vu. Maintenant, vous avez aussi un axe dans lequel vous pouvez intervenir, c'est la prévention. Oui. Amélie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a une petite dizaine d'années, on s'intéressait presque que aux personnes qui étaient déjà en perte d'autonomie. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à cette prévention primaire et comment éviter de tomber dans la perte d'autonomie. Donc, on a eu le développement de ce qu'on a appelé les programmes d'éducation thérapeutique des patients. C'est la nomination un peu hospitalière, mais en tout cas, l'idée étant d'éduquer les personnes, de les aider à acquérir toutes les compétences pour pouvoir s'autogérer et du coup être actrices elles-mêmes de leur bien vieillir et de la prévention. Donc, on va retrouver de plus en plus d'ergothérapeutes dans ces programmes de prévention qui sont souvent par thématique. On a les programmes sur la chute, on a les programmes sur la dénutrition. Donc là, les ergothérapeutes ont été reconnus. Hein. La Haute Autorité de Santé a reconnu leur rôle, notamment dans les programmes de prévention des chutes, dans tout ce qui va être la sécurisation du domicile, la mobilité, la participation à la vie sociale aussi. Donc en général, ce sont des programmes individuels ou collectifs, en structure ou à domicile. Il y a de plus en plus de programmes qui se font à domicile, même si auparavant, c'était très structure. Et puis maintenant, on intervient de plus en plus dans vraiment le bien vieillir, donc vraiment des personnes qui n'ont pas de soucis de santé et de se dire comment développer des habitudes de vie, des activités qui permettent d'enrayer ou de prévenir en tout cas une éventuelle perte d'autonomie. On sait très bien que si on continue à aller chercher son pain à la boulangerie, à aller faire ses courses et entretenir son jardin, eh ben, on va avoir plus d'activités, on va avoir des meilleures habitudes de vie et du coup, on va pouvoir prévenir par le biais de ces occupations de notre quotidien la perte d'autonomie. Donc, on retrouve de plus en plus d'ergots engagés dans ces programmes-là et on revient toujours à ce lien finalement entre ce qu'on fait dans notre quotidien, nos activités et la santé, ce qui est notre cœur de métier. Oui, quand vous dites que de plus en plus d'ergots sont engagés dans ce type de programme, on peut prendre des exemples concrètement. Quel est votre rôle? Parce que j'imagine, bon, je vais rigoler, mais sur l'activité physique adaptée, vous allez quoi? Vous allez faire du sport aux personnes âgées? Alors, si on prend, c'est un très bon exemple, l'activité physique adaptée. En plus, on en entend beaucoup parler en ce moment et encore plus avec le confinement qu'on a vécu. Mais activité physique adaptée, c'est pas que faire une pratique sportive. Les personnes qui auront testé un éventuel régime ou qui auront fait ces choses-là le savent très bien. Faire sa vaisselle, faire son repassage, son ménage, s'occuper de son jardin, passer l'aspirateur, etc. Ça peut déjà être pour certaines personnes une activité physique. Donc en fait, on n'a pas la prétention d'être des professionnels du sport, c'est pas du tout notre métier. Par contre, l'activité physique, c'est beaucoup plus large que le sport et là, nous, on peut intervenir. On peut travailler avec les personnes pour promouvoir cette activité qui soit adaptée à l'état de santé, à l'environnement, aux occupations, etc. Donc, en fait, vous validez si l'activité est adaptée à la situation de la personne. On va se dire déjà quel est le niveau de limitation de la personne, en quoi elle est limitée dans la pratique d'une activité physique, quelle pratique effectivement serait adéquate au regard du niveau d'effort qu'elle peut demander. Faire la vaisselle pour une personne dans une certaine situation peut être déjà une activité sportive comme l'est un marathon pour une autre. Donc voilà, quel niveau d'activité serait possible, quelles les difficultés, est-ce qu'il y a de la douleur, est-ce qu'il y a de la fatigue, comment on programme ça dans son quotidien, quand on est fatigué du matin au soir, à quel moment dans sa semaine, etc. Quelles sont les exigences de l'environnement par rapport à cette activité-là. Si on est dans un 40 mètres carrés à Paris au 8e étage, on n'aura pas du tout les mêmes possibilités que dans un milieu peut-être rural. Et après, quelles compensations sont possibles éventuellement pour la pratique d'une activité, alors pour le coup sportive ou non, mais comment on pourrait compenser les choses, comment on pourrait adapter les choses pour que ça réponde le mieux possible à la personne. Donc, voilà. Moi, si je reviens à l'activité physique adaptée, votre métier a suffisamment de compétences pour pouvoir orienter vers quel type d'activité je dois faire. Alors, je précise que moi, je ne ferai pas la vaisselle plus que 2 fois par jour, mais on peut rigoler, mais est-ce que vous êtes capable d'orienter des sujets aussi fins que cela? Vas-y, Eva. En fait, c'est vraiment aussi d'identifier avec la personne les habitudes de vie qu'elle pouvait avoir aussi avant et qu'elle ne fait plus et lui redonner les moyens de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment aller sur des activités qui ont du sens pour elle. Quelqu'un qui faisait du tennis et maintenant qui est en fauteuil roulant et qui, du coup, pense ne plus pouvoir le faire, c'est pouvoir la remettre en activité, trouver les moyens pour qu'elle puisse à nouveau le faire, mais peut-être d'une autre manière.
Oui, c'est une sorte de, si je vous dis, c'est une sorte de coaching à ce moment-là, d'écoute, d'audit et de coaching, vous me dites quoi? Pense que enfin, le coaching, c'est un terme qui veut tout et rien dire au final. Si on considère que le coaching, c'est quoi? C'est évaluer une situation et ensuite c'est pouvoir prodiguer des conseils au regard des connaissances que l'on peut avoir. Oui, on fait du coaching. Maintenant, si derrière coaching, on parle d'autre chose, Non, je ne sais pas. Il y oui, a non, non, l'évaluation Mais, clinique qui est là. mais effectivement, et dans ce cadre-là, oui, on fait une évaluation, on regarde de l'évaluation, on fait du conseil. Pour reprendre l'exemple de l'activité physique adaptée, vous faites pas la vaisselle de plus de 2 fois par jour, mais lorsque vous faites la vaisselle, eh bien peut-être que pour vous, au bout d'un moment, la station debout va être, peut être compliquée, soit parce que vous vieillissez, peut-être soit temporairement parce que vous êtes blessé au niveau du dos ou que sais-je. Dans ce cas-là, on pourra vous proposer, peut-être que pour réaliser cette activité qui est une forme d'activité physique, qui est de l'activité physique, hein, qui se mesure en termes de mètres, eh bien, peut-être qu'on va vous proposer un siège assis debout, par exemple, pour pouvoir réaliser votre vaisselle. Ça peut être quelque chose de très temporaire. Après, on peut peut-être trouver une autre solution pour que vous puissiez le faire en termes de, peut-être qu'il faut vous plier un peu les jambes et poser vos genoux sur le contrebas de l'évier. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce que l'on va regarder. On vient regarder les activités qui sont importantes, comment on peut le réaliser et quelles adaptations, quels aménagements on peut proposer pour qu'on puisse réaliser, encore une fois, soit temporairement ou de manière un peu plus définitive, finalement, cette adaptation. Dans ces situations, j'ai du mal à voir qui va faire intervenir l'ergothérapeute. C'est en fait, moi, je suis tout seul chez moi, j'ai du mal à faire ma vaisselle. Qui va faire venir débarquer chez moi un ergothérapeute? Alors, dans le milieu de la personne âgée, c'est vrai qu'on a parlé des SAD, des SPASAD, des SIAD. Il y a certains de ces services qui se sont déjà dotés d'ergothérapeutes. Donc, si la personne a déjà en fait une aide à domicile, une aide soignante ou un service en fait de cette structure médico-sociale, l'ergothérapeute peut intervenir justement suite à un repérage qui aura été fait par l'aide à domicile, l'aide soignant, l'infirmière. Et donc, on développe de plus en plus d'ergo dans le cadre de ces structures-là, parce qu'elles ont identifié justement la plus-value que ça pouvait apporter par rapport à tout ce qui est prévention de la perte d'autonomie et aussi pour l'intervention auprès des professionnels. Donc concrètement, c'est l'auxiliaire de vie qui va détecter, qui est là tous les jours, qui va détecter peut-être un hypothétique besoin avec ses compétences, ensuite va remonter l'information à sa direction et la direction va envoyer un ergothérapeute. Si on sort de structure, on peut avoir aussi simplement l'auxiliaire de vie qui fait un retour au médecin traitant. Le médecin traitant qui est un peu le coordinateur qui va là plutôt pouvoir aiguiller vers d'autres services qui disposent d'ergothérapeutes, vers du libéral. Hein. On a aussi des personnes qui financent elles-mêmes ou via leur caisse de retraite des séances d'ergothérapeutes libérales. Donc, l'accès et la sollicitation, elle peut venir effectivement de l'auxiliaire de vie, de l'aide-soignante, de n'importe qui. Et puis après, l'idée, c'est de trouver le bon service qui va permettre d'offrir la prestation d'ergothérapie. Et là, pour le coup, c'est très large et très varié avec des disparités régionales. Là, on parle de personnes âgées qui ont déjà quelqu'un qui intervient à domicile. Donc, c'est déjà une personne âgée qui est un petit peu beaucoup fragilisée. Est-ce qu'on peut faire intervenir un ergothérapeute en prévention vraiment encore en amont? Et si oui, comment est-ce que là, vous intervenez sur quelqu'un qui est hors radar, en fait, de toutes ces interventions à domicile? Là, je peux peut-être donner l'exemple. Aujourd'hui, les conférences des financeurs financent de plus en plus de programmes pour ces personnes-là. Donc, pour donner peut-être l'exemple dans notre région, on a un programme qui s'appelle Bien vivre en autonomie, qui est ouvert à n'importe quelle personne de plus de 60 ans qui serait fragile ou pré-fragile. Et pour ce programme-là, pour en donner l'exemple, c'est de la communication qui se fait par les biais classiques, hein, les CCAS, les centres communaux d'action sociale, les mairies, voilà, tous les dispositifs auxquels les personnes qui n'ont pas forcément de problématiques de santé majeure peuvent avoir accès au quotidien, comme ils iraient chercher des séances de sport, des ateliers de cuisine, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est des dynamiques locales, hein, parce que du coup, il faut qu'il y ait un dossier qui a été déposé à la conférence des financeurs avec ces actions-là. Donc, il faut que les partenaires du territoire, en fait, aient aussi l'envie de déposer des dossiers, en fait, en faisant intervenir des ergothérapeutes. C'est là où on a des disparités, en fait, en fonction des territoires. Bon, ça se peut que ce soit les actions sociales de caisses de retraite complémentaires, d'acteurs de prévoyance, en fait, qui font des programmes pour les
personnes qui arrivent à la retraite et qui pourraient proposer ce type d'atelier ou d'intervention. Oui. Typiquement, le passage à la retraite, c'est un sujet qui intéresse les ergothérapeutes parce que c'est un moment de la vie où les habitudes de vie, les occupations, les activités changent radicalement. Et du coup, on a de plus en plus d'ergothérapeutes. Alors, sur le terrain, c'est peu développé, mais on a des ergothérapeutes qui s'intéressent à l'accompagnement des personnes et des seniors à ce moment-là particulier de la vie. C'est quelque chose qui est très documenté et qui est fortement documenté, en particulier à l'étranger. Il faut savoir que la France a un temps de retard sur ces pratiques-là, mais ça serait typiquement le moment de vie, le début de parcours de la personne retraitée, jeune senior, où l'ergo pourrait intervenir en prévention primaire. Nous avons vu jusqu'à présent notamment les bénéfices de faire intervenir des ergothérapeutes auprès des personnes âgées, donc les bénéfices pour les personnes âgées. Mais il y a également le bénéfice pour les salariés, notamment par exemple un ergothérapeute qui sera embauché par un SAD, un SIAD ou un SPASAD. Et là, on parle aussi de bénéfices pour les salariés. Eva, est-ce que tu peux nous expliquer? En effet, quand un ergothérapeute va intervenir auprès d'une personne âgée, de toute façon, il va vraiment voir la situation dans sa globalité. Donc, il va également s'intéresser en fait aux aidants professionnels. Il va pouvoir accompagner l'auxiliaire de vie ou l'aide-soignant en fait dans les gestes que le professionnel est amené à faire auprès de la personne âgée, l'accompagner aussi à l'appropriation des aides techniques potentiellement nécessaires pour accompagner de manière adaptée la personne. Donc, il y a vraiment ce champ personnes âgées et au niveau des aidants professionnels pour limiter les arrêts maladie, les accidents de travail. Et c'est vrai que l'idéal, c'est que dans une structure assez bien organisée, que quand il y a un accident de travail identifié, que le service des ressources humaines puisse directement orienter la situation auprès d'un ergothérapeute. Le fait pour ce type de structure d'embaucher des ergothérapeutes, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu? En fait, depuis 2009, c'est vrai que la création des équipes spécialisées Alzheimer a permis en fait à ces structures d'embaucher en fait des ergothérapeutes. Et c'est vrai que quand ils ont vu la plus-value de ce que ça peut apporter, c'est des structures qui ont justement aussi embauché au fur et à mesure en fait des ergothérapeutes. Je peux prendre l'exemple de là où je travaille. En fait, j'ai été la première ergothérapeute recrutée en 2011 pour créer une ESA. Et c'est vrai que maintenant, donc moi, je suis passée sur un autre poste, mais il y a 7 ergothérapeutes en 10 ans qui ont vraiment peuplé, entre guillemets, la structure, l'association. Si on prend la question qui me vient, les SAD ou les SPASAD, etc., jusqu'à présent, vous embauchez en tant qu'ergothérapeute, mais pour les bénéficiaires, pour les personnes âgées, ou pour le travail que vous pourriez faire sur les salariés? Je pense... C'est les deux, ou c'est plutôt les bénéficiaires ou les salariés? Je pense qu'en premier lieu, c'était pour les bénéficiaires et c'est vrai qu'on a pu montrer en fait ce qu'on pouvait apporter auprès des salariés, étant donné que quand on intervient auprès d'une personne âgée, on voit la situation dans sa globalité et forcément on prend en compte aussi l'accompagnement des aidants professionnels. Donc on va être amené à avoir leur poste de travail en fait en situation écologique sur le lieu de vie de la personne et on peut les accompagner en mettant en place des moyens de compensation et en les aidant, on fait vraiment à l'appropriation des aides techniques mises en place. D'accord. Ce qui veut dire qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, vous allez observer l'auxiliaire de vie intervenir auprès de la personne âgée, observer par exemple des mauvaises positions ou des positions qui sont fatigantes ou qui seront peut-être plus tard susceptibles d'engendrer des problématiques. Et vous allez proposer à l'auxiliaire de vie d'autres positions, de corriger via des formations ou... Voilà, du moins, il y a des formations qui sont développées en tout ce qui est gestes et postures. Et c'est vrai que quand on analyse une situation, on va facilement aussi faire des fiches pratiques. Parce que souvent, chez une personne âgée, il n'y a pas qu'une auxiliaire de vie, il peut y en avoir quand même plusieurs. Donc, c'est de pouvoir les accompagner une à une et d'élaborer en fait des fiches techniques pour expliquer la hauteur du lit la plus adéquate, vraiment montrer montrer à quel point la personne aussi peut être aidante, parce qu'il ne faut surtout pas faire à la place de la personne. Donc, vraiment évaluer les capacités préservées et vraiment donner toutes ces informations les plus précises possibles aux aidants professionnels. Pour compléter, les ergothérapeutes désormais sont formés au PRAP2S. Alors, le PRAP2S, c'est un programme qui a été développé par l'INRS, qui veut dire prévention des risques liés à l'activité physique. Et les 2 S, c'est dans le secteur sanitaire et médico-social. Et dans le cadre de ce programme, l'idée est bien à ce que les ergothérapeutes, puisque l'ANFE a signé une convention, donc les ergothérapeutes ont signé une convention avec l'INRS, et désormais les étudiants, les jeunes professionnels qui sortent des écoles, sont tous formés en tant que formateurs d'acteurs PRAPS.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent intervenir au sein des structures pour aller former des référents à l'intérieur de ces structures pour justement repérer les situations problèmes et faire en sorte qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions pour prévenir ces risques liés à l'activité physique et donc du coup prévenir les troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée dans les structures, qu'on soit dans les structures institutionnelles ou au domicile, dans les services à domicile, et bien d'avoir des professionnels de santé qui puissent vraiment agir et co-construire avec l'ensemble des salariés des solutions pour éviter ces situations. Tous les SAD ne sont pas de grande dimension. Pour les SAD qui sont trop petits pour embaucher un ergothérapeute, est-ce qu'il existe d'autres solutions pour bénéficier de vos services? Alors, une des solutions pour faire appel à un ergothérapeute qu'on ne peut pas le salarier, c'est peut-être faire appel à un ergothérapeute de ville, un ergothérapeute libéral. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est très hétérogène, hein. Il y a des territoires plus denses que d'autres. Mais voilà, on a cette possibilité de faire appel à un libéral. Une multitude de services font appel sous forme de vacation, soit pour proposer des interventions directement auprès des bénéficiaires, des personnes âgées, ou alors ce qu'on vient d'évoquer d'un point de vue plus collectif pour les salariés, pour essayer de prévenir et trouver des solutions. Une autre intervention, alors là, qu'on soit en libéral ou en salarié, très récemment, les ergothérapeutes, depuis la loi du 26 avril 2021, eh bien, peuvent prescrire des aides techniques. Et donc, au final, c'est une réelle valeur ajoutée également de pouvoir faire appel à un ergothérapeute, puisque il faut encore que les textes d'application paraissent, mais pour qu'une personne âgée puisse se faire financer une aide technique par l'assurance maladie, eh bien, aujourd'hui, il peut le faire via une prescription d'un médecin. Depuis le 26 avril, eh bien, il peut le faire appel à un ergothérapeute qui pourra prescrire une aide technique, toujours en faisant son évaluation globale de la personne, de son environnement et de ses besoins, et de pouvoir prescrire une aide technique. Alors, une aide technique, c'est quoi? Eh bien, c'est un dispositif technique ou technologique qui va venir compenser une situation problème, une déficience, une activité qu'on ne peut plus réaliser. Les techniques la plus classique, ça va être le fauteuil roulant. Tout le monde visualise bien un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, c'est là pour compenser une difficulté de déambulation pour une personne. Alors, ça peut être un fauteuil roulant électrique, un fauteuil roulant manuel. Une canne, c'est aussi une aide technique. Ça peut être un distributeur de médicaments, qui est aussi une aide technique. Enfin, voilà, le volet des aides techniques, c'est quelque chose de très, très large. Et donc, désormais, les ergothérapeutes peuvent prescrire les aides techniques. Donc, avoir au sein d'une équipe APA, par exemple, ou dans un service de soins à domicile, un ergothérapeute, eh bien, ça permet de pouvoir proposer une solution de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficiente à la personne, sans être obligé d'attendre le rendez-vous auprès du médecin, où parfois on peut avoir des listes d'attente importantes et il peut se passer facilement 1 mois, 2 mois avant d'obtenir ce rendez-vous et que derrière, il y ait la prescription. D'accord. Les aides techniques, quand on dit prescrire les aides techniques, c'est-à-dire qu'en fait, une partie des aides sont prises en charge par la sécurité sociale. Oui, tout à fait. Une partie, alors ce n'est pas toute. Si on regarde ce que peut être une aide technique au sens large, il va y avoir peut-être que 5% des aides techniques qui sont inscrites sur la LPPR, c'est la liste des prestations et produits remboursables qui sont définis par l'assurance maladie. Et donc, on a certaines aides techniques. Donc, les fauteuils roulants, par exemple, sont des produits qui sont remboursés, pas intégralement, mais en tout cas en bonne partie par l'assurance maladie. Et après, au niveau des aides techniques justement qui ne sont pas remboursées, on peut solliciter les caisses de retraite et le conseil départemental via l'allocation personnalisée d'autonomie, qui prennent en charge en fait aussi les aides techniques. D'accord. Ça, si vous êtes embauché dans un SAD, par exemple, vous arrivez à monter le dossier, à aider au montage du dossier pour trouver ces différents financements. Oui. Oui, on se met en lien avec la caisse de retraite, on se met en lien aussi avec l'évaluateur APA en faisant, en fait, on fait les préconisations en fait, des aides techniques et par rapport, vous savez, par rapport à l'enveloppe correspondant au GIR de la personne, en fait, il voit au niveau de l'évaluateur APA, il voit justement le reliquat qu'il peut y avoir justement pour financer éventuellement les aides techniques.
Si je suis une directrice ou un directeur d'un organisme comme un SPASAD ou autre, est-ce qu'il existe des aides pour embaucher, pour vous embaucher, vous les ergothérapeutes? Dans le cadre des SPASAD, en fait, il y a des budgets alloués au niveau de la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie. Donc, on peut déposer, en fait, il y a des appels à projets annuels. On peut vraiment déposer des projets avec des prestations d'ergothérapeutes pour des prises en soins individuelles ou collectives. Donc, par exemple, des projets, c'est si je veux faire une opération de prévention sur ma zone, chez mes bénéficiaires qui sont jeunes pour pas qu'ils deviennent trop dépendants. Ça, c'est un projet qui peut être mené puis être proposé au financement. Oui, et ce qui peut être intéressant en plus, ça peut être une ressource du territoire, pas forcément en direction des bénéficiaires de l'association. Ça peut être en fait l'association met une action de prévention pour toutes les personnes qui habitent sur le territoire de la structure. Moi qui ai découvert votre métier il y a quelques années seulement, à l'étranger, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance ou plus en retard que la France? Oui, ben, je pense qu'on peut vraiment dire sans honte, hein, mais qu'on est un peu à la traîne au niveau international et au niveau européen, si on veut être un peu plus proche. On a beaucoup parlé là dans toute l'interview de tout ce qu'on pouvait faire, donc ça peut paraître énorme, mais si on regarde les densités d'ergothérapeutes, aujourd'hui on est à 18 ergothérapeutes pour 100 000 habitants en France. Si on prend nos voisins directs, alors je vais en prendre trois, hein. Je vais prendre la Belgique, 100 ergothérapeutes pour 100 000 habitants, quand nous on est à 18. L'Allemagne, 72 pour 100 000 habitants. Et si on prend des pays plus nordiques, on approche aussi, pareil, la centaine d'ergots par habitant. Donc, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, une vue de la NFE que de dire que l'ergothérapie peut se développer. Il y a vraiment une plus-value pour les personnes qu'on accompagne. Et d'autres pays l'ont peut-être un peu mieux compris ou mieux développé aujourd'hui que nous, on l'a fait. Maintenant, on espère que dans les 5-10 ans à venir, on va continuer aussi sur cette lancée-là parce qu'on améliore la qualité de vie finalement des personnes qu'on accompagne. Et personnes âgées, seniors, mais plus jeunes aussi. Donc, voici pour le débat que nous avons eu pour les ergothérapeutes. Je rappelle le sujet, c'était ergothérapeute comme réponse aux besoins des seniors et des professionnels dans 5 ans. Nous remercions Amélie Sarah-Goni, qui est responsable d'un pôle médico-social à Lille, administratrice de l'ANFE. Eva Larboulette, administratrice, qui dirige le département autonomie dans une association d'aide à domicile à Montpellier. Et enfin, Nicolas Briard, qui est directeur technique de la même association ANFE. Merci à vous tous. Merci.